Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h, 0826 300 300. C'est le seul numéro qu'il faut connaître et composer sans modération. Je vous le dis tout de suite. Avec nous aujourd'hui, Olivier d'Artigol. Avec nous aujourd'hui, François de Rugy, j'allais dire. Pupponi, décidément. Entre les Philippe et les François, moi je m'y perds. Et Philippe Bilger, bien entendu, est avec vous. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Je n'ai pas compris. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Pouvez-vous répéter? Il nous faudra travailler plus longtemps. Quoi? Comment? Et partir à la retraite plus tard. Je ne comprends pas votre demande. Je ne comprends pas votre demande. Votre demande. La base virale VPS a été mise à jour. Erreur système. La base virale. Erreur système. La base virale VPS. Erreur système. Erreur système. Il y a des gens qui travaillent ici. Pas nous. Bravo à Bastien, notre réalisateur, que Benoît prend quelques jours de vacances pour cette excellente jingle. 300 millions d'emplois dans le monde seraient menacés par l'intelligence artificielle dans les prochaines années, selon Geoffrey Hinton, le fondateur de l'IA, qui a récemment quitté Google pour alerter justement sur les dangers de cette technologie qui représenterait, selon lui, de profonds risques pour la société et l'humanité en tout entier. Et sa mise en garde va plus loin, puisqu'il invite les scientifiques à ne pas faire monter en puissance l'IA avant de savoir s'ils sont capables de la contrôler. Un avertissement qui résonne avec les propos du patron d'IBM, qui a déclaré que 30% des employés administratifs du géant informatique américain pourraient facilement être remplacés par l'IA. Alors est-ce que vous avez peur que votre emploi soit menacé par l'IA? Est-ce que vous pensez que non, le vôtre est intouchable? Puisque par exemple vous avez un métier non automatisable. On ne va pas envoyer l'IA faire de la plomberie par exemple, au moins a priori. Venez nous le dire dans tous les cas de figure au 0826 300 300. Et pour en parler, Jean-Gabriel Ganassia est avec nous, professeur à la faculté des sciences de la Sorbonne Université et chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. Sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous comme à chaque fois, nos intelligences non artificielles, Philippe Bilger. Je vais essayer de le démontrer. Ça va être compliqué. Non mais Cécile, le hasard fait que pour pallier mon ignorance ces derniers temps, j'ai entendu vanter l'intelligence artificielle par des exemples très significatifs tout de même qui m'ont tout à fait intéressé. Et comme je ne suis pas un pessimiste sur tous les plans, notamment dans les domaines que je ne maîtrise pas, et donc je suis très admiratif des avancées scientifiques. Mais c'est pour cela que tout à l'heure, j'aimerais que notre invité me dise si mon optimisme est totalement naïf, qui consisterait à dire c'est une avancée indiscutable qui va peut-être nous débarrasser des tâches utilitaires communes, banales, et qui permettra à l'intelligence humaine naturelle, comme vous le dites très bien Cécile, de prospérer, de s'occuper de l'essentiel. Donc je suis plutôt optimiste au regard de la question que pose Sud Radio, et malgré l'avis de ce spécialiste qui lui est tout de même extrêmement catastrophique. Oui, François Pupponi. Dans l'histoire de l'humanité, et en particulier depuis le 19e siècle, il n'y a pas une avancée technologique qui n'entraîne pas une modification complète du monde économique et des pertes d'emplois, avec des créations d'autres d'un côté, mais des pertes d'emplois. Bon. La théorie de Schumpeter, voilà, de la destruction créatrice. Complètement. Mais sur en particulier ChatGPT, parce que c'est ça dont on parle beaucoup actuellement, pour tout ce qui est post-administratif, il y a un vrai risque. Moi, je m'y intéresse maintenant de plus en plus. J'étais encore hier avec des employeurs. Bon, oui, ChatGPT, vous demandez un rapport sur n'importe quel sujet, il vous le sort en 2 minutes, alors que vous aviez avant 3 personnes qui passaient 8 jours à le rédiger. Donc, bien entendu que dans certaines entreprises... Alors, la vraie question, c'est est-ce que le rapport qui est fait par l'intelligence artificielle, il est au fond
aussi important et aussi complet que celui fait par la recherche humaine. Alors, il y a des choses, ça va très très vite. Enfin, on arrive avec ChatGPT, on fait des choses exceptionnelles. Bon. Enfin, l'intelligence va chercher dans tout le référentiel partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas. L'autre jour, on me citait un exemple, un spécialiste de ça, c'est un exemple. Il avait demandé une communication, enfin, un débat sur un sujet très technique entre un Basque qui parle basque et un Français. La GPT a sorti le dialogue entre les deux en basque. Il a demandé à un Basque de lire. Il a dit mais c'est un Basque exceptionnel. Voilà. Donc ça fait des trucs exceptionnels. Mais la vraie question, c'est au fond, quand on va lire ce rapport, est-ce qu'on sera encore capable d'avoir un côté très de contradiction avec ce qui est écrit? Parce que l'être humain, il a aussi cette capacité d'aller interroger. Voilà. Mais effectivement, ça va permettre à des entreprises de faire des gains de productivité exceptionnels. Après le basque, la parole est au Béarnais. Je remarque que François Pupponi a dit que l'intelligence artificielle pouvait le faire pour le basque, mais pour l'instant, il n'a pas parlé du corse. Mais j'ai pas essayé. Je note. Comme quoi, ce serait là l'intelligence. Parce que je veux savoir quel corse il parle en plus. Le sous-texte, c'est que là, l'intelligence ne peut pas. Elle est là. Alors, deux sujets. Le premier, c'est que, bien évidemment, c'est une question vertigineuse. Mais j'ai le sentiment, comme pour d'autres sujets, que le débat politique, le débat public est assez pauvre. On regarde des tribunes qu'on voit passer, des analyses, des expertises qui sont déjà très avancées. On a du mal à en faire une question discutée, instruite dans le débat public et médiatique. C'est dommage, c'est très bien de le mettre à l'ordre du jour des vraies voix. Et moi, j'ai tout un doute sur le fait que nous maintenions l'idée d'une intelligence. C'est pour ça que je suis attentif à ce que dira notre expert là-dessus. Il y a en effet des potentialités exponentielles, comme j'ai dit, vertigineuses, mais de là à en faire une intelligence, il y a là un débat quasiment philosophique ou anthropologique passionnant. On va poser la question à Jean-Gabriel Ganassia. Est-ce que l'intelligence artificielle est incontrôlable? Parce que c'est la vraie question aujourd'hui. Et il a constaté que l'intelligence des vraies voix n'avait rien d'artificiel. C'est ça, absolument. Et qu'elle était limitée. Pour certains. Alors, je vous remercie de m'inviter tout d'abord. Avec plaisir. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous et de répondre à vos différentes questions. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle est incontrôlable, comme le prétendent un certain nombre d'hommes d'affaires? Il faut se souvenir que le moratoire qui propose un arrêt des recherches en intelligence artificielle a été signé entre autres par Elon Musk, par Steve Wozniak, le cofondateur de la société Apple, par Tallinn, qui est le cofondateur de la société Skype, et par un certain nombre de scientifiques, mais qui sont un peu coutumiers du fait, qui ont déjà signé beaucoup de moratoires. Et il nous explique qu'elle est dangereuse, qu'on va avoir affaire à des esprits artificiels, que ça pose un problème pour l'humanité, pour l'histoire de la vie sur Terre. Alors je trouve que c'est tout à fait excessif, parce que effectivement nous avons avec ChatGPT, comme vous l'avez rappelé, des robots bavards qui s'expriment comme des perroquets. Alors est-ce qu'on doit avoir peur de ChatGPT? Oui, parce que on peut avoir peur de machines qui disent des bêtises, mais ce sont des menteurs patentés. Et je veux dire que si dans les administrations, on se met à faire écrire les rapports par ChatGPT, alors soit c'est parce qu'on se fait une idée assez effroyable de ce que sont les compétences des administrations, soit parce que, bien sûr, on n'a aucune idée de ce qui se produit vraiment. Ces rapports, ils disent des choses qui sont totalement fausses. Ils sont capables d'anticiper les mots à partir des mots précédents, et donc ils vont nous donner le mot le plus convenable. Mais ce mot le plus convenable, ce n'est absolument pas le mot qui est le plus pertinent, le mot qui est le plus vrai. Alors, je crois que il faut, à partir de ça, donc, d'une part, souligner les progrès considérables qui ont été réalisés ces dernières années en intelligence artificielle et le caractère étonnant de ces machines qui nous parlent, qui font des discours dans lesquels il n'y a pas de faute de syntaxe, mais en même temps souligner toutes les erreurs. Ce qui est étonnant, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, on considère ChatGPT un peu comme un oracle. Et j'entends très souvent des personnes qui, dans une discussion, nous disent « Ah ben on a demandé à ChatGPT. On a
donner sa langue, non plus au chat, mais donner sa langue au chat GPT. Ou au chat GPT. Voilà. Mais c'est un chat qui dit énormément de bêtises. Alors, ensuite, la question que vous avez posée, et je la trouve très très intéressante, posait sur l'intelligence. L'intelligence artificielle a pour but de simuler un certain nombre de fonctions cognitives, comme par exemple la perception, le raisonnement, la mémoire, l'apprentissage. Et cette discipline, qui est née il y a 65 ans, a fait des progrès considérables. Et ensuite, ces simulations peuvent être utilisées dans différentes technologies. Ce qui fait que sur votre téléphone portable, vous pouvez avoir une reconnaissance faciale, vous pouvez dicter des messages. Vous avez l'équivalent d'un script dans l'Antiquité. Virgile n'écrivait pas à la main, mais il dictait. Vous pouvez maintenant dicter à votre machine, ce qui est assez extraordinaire. Vous avez d'ailleurs sur certains logiciels la possibilité de souligner en temps réel. Pour les personnes qui sont malentendantes, elles peuvent voir exactement ce qui a été dit. Et peut-être que d'ici quelques temps, on aura une traduction automatique et donc on pourra avoir l'Union européenne qui va réellement se faire, parce que on pourra écouter les discours des hommes politiques des autres pays et, alors, même si on ne comprend pas la langue, avoir la traduction automatique. Alors la question que vous posiez, que moi je trouve très intéressante, c'est sur l'intelligence, parce que le terme est éminemment polysémique. Il a plusieurs significations. Donc, le premier sens d'intelligence, c'est l'esprit. Alors, est-ce que les machines avec l'intelligence artificielle vont avoir un esprit? Alors, je risque de vous décevoir, mais non, c'est totalement absurde. On n'a pas de machine qui ait une volonté propre. Pour le dire autrement, Pascal, qui est un peu notre ancêtre à tous en tant qu'informaticien, puisqu'il est à l'origine de la première calculette, a le temps de réfléchir sur son invention et il a dit elle fait des effets qui sont plus proches de la pensée que tout ce que font les animaux, mais, et c'est ce mec qui est important, elle n'a pas de volonté comme les animaux. Mais on peut dire la même chose des ordinateurs aujourd'hui. Ils font des effets qui vont plus proches de la pensée que tout ce que font, j'ose à peine le dire, les hommes, mais ils n'ont pas de volonté comme les hommes. Donc ça, c'est la première définition. Et bien sûr, les machines n'ont pas d'esprit. Mais en revanche, il y a une deuxième définition. Et l'ingéniosité, est-ce que les machines sont ingénieuses? Alors ça, c'est une question ouverte. Et puis, il y a une troisième définition qui est l'ensemble, et c'est la définition en psychologie, l'ensemble des facultés cognitives. Et c'est ça que modélise l'intelligence artificielle avec des succès extraordinaires. Jean-Gabriel Guénassia, le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Avec Anthony qui est avec nous. Anthony, vous vouliez réagir? Oui, bonsoir. Du coup, pour répondre à la question, est-ce que l'intelligence artificielle menace nos emplois? Certainement oui, à très haute échelle, mais c'est surtout que je pense qu'elle menace nos modes de vie, parce qu'aujourd'hui, concrètement, c'est laisser un petit peu tout à chaque... comment dirais-je, la machine prendre le dessus sur l'humain, et on le voit déjà dès maintenant avec les élèves qui se servent d'un chat GPT pour faire un devoir. Donc on ne sait même plus en fait. On est dirigé par les algorithmes aussi, c'est ça? Déjà complètement, mais surtout au-delà de ça, je pense que maintenant, ça devient vraiment le chemin naturel pour tous les jeunes qui arrivent. Et puis ça nivelle encore par le bas, parce que plus personne n'a envie de faire d'efforts. Mais ça veut dire, je vais faire réagir les vraies voix, ça veut dire qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Là, on nous dit sur les réseaux sociaux, Jackie Bordage nous dit, les robots peintres, les robots soudeurs, il y a plein de métiers qui vont aujourd'hui disparaître. Ça va faire ce que disait François Pupponi, naître beaucoup d'autres métiers, mais aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui sont voués à disparaître, ce que disait Laurent Alexandre. Les soudeurs, ça fait 40 ans que ça a disparu, on l'a vu. Je peux poser une question. Allez-y. Pardon, monsieur le professeur, de faire redescendre votre brillante intervention sur le plan d'une intelligence malheureusement beaucoup trop naturelle. Est-ce que ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur le fait que avec cette modernité, nous serions débarrassés des tâches accessoires, subsidiaires, sans utilité véritable, pour pouvoir nous consacrer, même dans les métiers qu'évoque à l'instant Cécile, à des activités plus nobles, rattachées à ces activités que nous n'aurions plus à accomplir? Est-ce que c'est absurde de ma part ou est-ce que ça peut être un progrès? C'est pas du tout absurde de votre part. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un grand progrès. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle est à la clé d'une transformation de nos sociétés, d'une transformation du travail. Alors, cette transformation, ça veut dire qu'un certain nombre de tâches vont être exécutées par les machines. Mais les métiers ne se résument pas, sauf dans des cas très particuliers, à une seule tâche. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est être capable
d'apprivoiser ces mécanismes pour les donner, pour les utiliser. C'est une aide. Et bien sûr, ça demande une formation à ces outils d'intelligence artificielle. Donc il y a des transformations majeures, mais ces transformations ne sont pas des suppressions des métiers. François, une question. De plus en plus d'universités et dans certains pays, y compris européens, on interdit ChatGPT en particulier, à l'université par exemple, en disant non, il faut que les étudiants soient capables de penser par eux-mêmes et ils ne vont pas nous sortir des devoirs faits par... Quel est votre avis là-dessus ? Alors, mon avis, il est double. C'est que d'un côté, je trouve que l'interdiction est un peu vaine parce que les étudiants pourront toujours les utiliser. Mais en même temps, ce qui est assez triste, c'est que les étudiants aient envie de tricher et de les utiliser. Normalement, la vocation de l'université, c'est d'apprendre. Et donc, si aujourd'hui, on en est réduit à cette interdiction, ça donne une image assez négative de ce que sont les institutions d'enseignement supérieur. Et donc, ChatGPT, c'est un miroir en creux de la société, et je crois qu'il faudrait en profiter pour se poser des questions justement sur les finalités de l'enseignement. Et 0826 300 300, Ludovic qui voulait réagir. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir les vrais voix. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, moi je voulais en effet réagir en tant qu'informaticien. Je connais un peu le métier, si je puis dire, et j'ai toujours considéré l'informatique comme un service de l'homme et non un remplacement de l'être humain. Alors, l'intelligence artificielle, c'est bien beau, on voit quand même, en effet, il y a eu des destructions d'emplois, mais il faut avant tout élever, ça a été un peu dit par vos vraies voix, il faut savoir élever l'enfant ou l'élève au niveau de la réflexion, et ça passe par l'instruction. Il faut savoir aussi éveiller des vocations. Il y a des métiers qui ne vont pas disparaître, donc il faut éveiller les vocations en ce sens. Et il faut savoir éveiller les vocations vers des nouveaux métiers qui sachent utiliser, en effet, ces nouvelles technologies. Voilà. Après, j'espère qu'on n'en arrivera pas de la science-fiction comme Terminator ou les robots. Je vous rassure que non. Et c'est vrai, juste petit mot pour dire que, par exemple, sur les médecins, ça aidera certainement au diagnostic, mais ça ne remplacera pas les médecins. Merci beaucoup en tout cas Jean-Gabriel Ganassia d'avoir été avec nous pour cette parole intelligente justement, professeur à la faculté des sciences de la Sorbonne Université. Si je suis me permettre pour terminer, il faut savoir que derrière les machines il y a des hommes et ce dont il faut se méfier, ce sont des hommes et pas des machines. Bien sûr, très bien. Merci mille fois. Vous restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu, le Kikadi Show. À tout de suite.